Samedi 29 mars 2014, au sommaire du Grand Show de l'info cette semaine, le français dans le monde, le nombre de francophones atteint aujourd'hui 220 millions, l'occasion pour nous de réaliser une vidéographie. Dans les coulisses de l'INSEE, au lieu de la statistique en France, nous nous sommes rendus au centre Gravity d'effets spéciaux, sans oublier, comme chaque semaine, le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand Show de l'info. Le nombre de francophones atteint aujourd'hui 220 millions, ce qui fait du français la deuxième langue maternelle de l'Union européenne et la cinquième langue parlée au monde. Géographe français Onésime Reclus invente le terme francophonie en 1880 pour désigner les personnes et instances utilisant le français dans le monde. Le nombre de francophones atteint aujourd'hui 220 millions, ce qui fait du français la deuxième langue maternelle de l'Union européenne et la cinquième langue parlée au monde. Plus de la moitié des locuteurs vivent en Afrique, selon l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. En Afrique du Nord, l'Algérie est la première communauté francophone avec plus de 11 millions de personnes sachant lire et écrire le français. Par rapport à la population totale du pays, les Tunisiens distancent les Marocains. En revanche, c'est au Maroc que les locuteurs sont le plus nombreux. En Afrique subsaharienne, les trois pays qui regroupent le plus grand nombre de personnes parlant le français sont le Congo, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Dans les pays de l'océan Indien, Madagascar comptabilise le plus grand nombre de francophones, mais c'est aux Seychelles et à l'île Maurice que la langue française reste la plus présente. Au Moyen-Orient, le Liban devance l'Égypte. En Europe centrale et orientale, la Roumanie, puis la Pologne et la Moldavie comportent le plus grand nombre de francophones. En Amérique du Nord, le Québec recense plus de 7 millions, soit plus de 4 habitants sur 5. Dans les Caraïbes, Haïti demeure le premier pays francophone. L'Asie, avec des chiffres très faibles, reste stable. Le français est avec l'anglais l'une des deux seules langues parlées et apprises sur tous les continents. Aujourd'hui, 116 millions de personnes apprenant le français dans le monde avec 900 000 professeurs. Selon les projections de l'OIF, en 2050, près de 85% des 715 millions de francophones vivront en Afrique. En Europe, il n'y aura alors plus que 12% des francophones de la planète. L'INSEE, au lieu de la statistique en France, publie régulièrement ces indices qui servent de matière au débat économique et politique. Alors comment ces chiffres sont calculés? Pourquoi sont-ils sans cesse révisés à la hausse ou à la baisse? On voit ça dans ce reportage. Nous sommes en juin 2013. François Hollande a réaffirmé que la courbe du chômage allait s'inverser avant la fin de l'année 2013 et pourtant le président est rappelé à l'ordre par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Donc une hausse qui continuerait, mais une hausse ralentie. Comment l'INSEE produit-elle ces rapports et comment arrive-t-elle à affirmer de telles informations? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Des lettres qui arrivent par centaines à l'INSEE. Nous sommes ici au département de la conjoncture, là où l'on calcule tous les indices qui tournent autour de la croissance économique, dans cette salle où l'on réceptionne les réponses des entreprises aux questionnaires sur leur activité. Un questionnaire dans l'industrie. Donc vous voyez, c'est des questions très simples. On demande votre production, évolution au cours des 3 derniers mois, évolution au cours des 3 prochains mois, et c'est essentiellement des flèches, augmentation, stabilité ou baisse. Industrie, mais aussi services, bâtiments ou commerce. Pour chacun de ces secteurs clés, environ 3000 à 4000 entreprises sont interrogées tous les mois par courrier ou par Internet, avec l'obligation de répondre sous peine d'amende. Et c'est normal parce qu'elles sont vraiment d'intérêt général, parce que c'est avec l'utilisation de ces enquêtes, l'utilisation des réponses des entreprises, qu'on peut extrapoler
et arriver à une prévision d'activité dans chacun des secteurs qui est publiée tous les 3 mois dans notre note de conjoncture. Et ça, évidemment, après, en retour, ça aide les acteurs du monde économique à faire leurs propres anticipations. Mais avec les observations de seulement quelques milliers d'entreprises sur un total de plus de 3 millions, pas facile d'être précis. Si on prend l'exemple d'un restaurant, si on l'interroge sur ses perspectives de chiffre d'affaires à 3 mois, en pratique, lui, il a ses réservations pour les 3-4 jours à venir. Après, il sent bien, oui, le climat autour de lui, les consommateurs, mais il n'est pas forcément beaucoup plus avancé pour prévoir la production à 3 mois. Donc, du coup, il peut se tromper. Et c'est justement pour tenir compte de ces erreurs d'appréciation que les économistes de l'INSEE ont mis au point un savant calculateur pour établir leur très attendue prévision de croissance. On l'appelle ici le garde-fou. En clair, si les constats des patrons ne collent pas avec les grandes données macroéconomiques du moment, le garde-fou corrige, par exemple avec l'automobile. Lorsqu'on a des très bonnes informations sur le secteur de l'automobile, on sait que c'est un signal vraiment positif pour l'économie, parce que le secteur de l'automobile, on sait qu'il a un effet d'entraînement important sur l'ensemble des autres secteurs, à la fois de l'industrie et des services. Et donc on est incité à rendre plus optimiste notre prévision, pas seulement du secteur automobile, mais de l'ensemble des secteurs. Reste que le grand Manitou des statistiques est encore loin de la science exacte. Pour un même indice d'une même période, il n'est pas rare d'avoir 3 prévisions différentes. Le film Gravity d'Alfonso Cuarón a été réalisé grâce à des effets spéciaux. Cette aventure spatiale en 3D a donc été réalisée à Londres, comme c'est le cas de nombreuses productions hollywoodiennes. Et avec Gravity, les studios Framestore ont repoussé les limites. Coupé. Il faut une autre prise. Tu peux la refaire? Oui. On y va. Dans la plupart des scènes du film Gravity, seuls les visages des 2 acteurs, Sandra Bullock et George Clooney, sont réels. Tout le reste, de la station spatiale aux combinaisons d'astronautes, a été créé de toutes pièces sur des ordinateurs à Londres. L'entreprise Framestore a mobilisé jusqu'à 500 employés pendant plus de 3 ans pour créer toutes les images de synthèse. À la base de leur travail, les vidéos de la NASA, mais aussi beaucoup d'imagination. Dès que vous tombez sur des choses qui n'ont pas été filmées, comme la destruction de la station spatiale ou un feu qui brûle dans l'espace, il y a évidemment très peu de références. Donc, il a fallu qu'on se base sur notre compréhension de l'espace et qu'on extrapole à partir de là pour imaginer ce qui se passe, comment les choses évoluent et à quoi elles ressemblent. Pour Gravity, des nouvelles technologies ont été inventées, comme la Nightbox ou boîte à lumière, une sorte de cage avec 2 millions de diodes électroluminescentes pour reproduire la lumière de l'espace, et pour simuler les chocs, rien de plus simple, un beau coup de manche à balai. Côté graphisme, la réalisation de la station spatiale a demandé 1 an de travail, sans compter le temps passé à la faire exploser ensuite, avec toujours le même objectif, l'illusion parfaite. Quand on a créé l'image de synthèse de la combinaison, une copie de celle que Sandra a portée en tournage, on a eu un visionnage avec le réalisateur, et il ne se souvenait pas qu'on n'avait pas filmé le vrai costume pour cette scène. Il a cru que l'infographie c'était la vraie combinaison. Là on a su qu'on avait réussi. Il s'était laissé avoir. Les animateurs ont aussi utilisé les techniques de capture de mouvement à l'aide de capteurs sur des combinaisons comme celle-ci. Depuis une dizaine d'années, beaucoup de blockbusters américains ont réalisé leurs effets spéciaux à Londres, dans le quartier de Soho. À l'origine du phénomène, Harry Potter et les innovations d'entreprises concurrentes. 3 nouvelles technologies qui n'existaient pas avant ont été créées pour la série et réutilisées ensuite pour toutes sortes d'autres films, pour des pubs, pour la télévision. Et Tim Burton, quand il a réalisé les Batman ici, il a dit qu'il n'aurait pas pu trouver de meilleurs effets spéciaux ailleurs, plus à la pointe qu'à Londres.
Les studios anglais bénéficient aussi de nombreuses réductions d'impôts qui font bouillir les graphistes hollywoodiens. Près de 250 millions d'euros par an sont dépensés pour créer des effets spéciaux en Grande-Bretagne, d'après l'Institut britannique du film. Et l'avenir s'annonce radieux, alors que les images de synthèse sont de plus en plus largement utilisées, même dans les films les plus réalistes qui se passent sur la terre ferme. Tout de suite, c'est le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine. Sanctions pour la gauche au pouvoir, maintien de la droite et percée du Front National. Tels sont les principaux enseignements du premier tour des municipales. Bien que l'extrême droite n'obtienne que 4,6% au niveau national, c'est la victoire du FN à Hénin-Beaumont qui a marqué médiatiquement le scrutin. Grand perdant, les socialistes payent la persistance du chômage. S'ils vont sans doute garder Paris, ils sont seulement 3e à Marseille derrière le FN et en danger à Strasbourg. Mais la gauche du PS résiste bien, gardant dès le premier tour la Courneuve ou Nanterre. La droite sort, elle, renforcée. Elle pourrait reprendre dimanche une dizaine d'autres villes moyennes à la gauche, comme Angers, Laval ou Reims. C'est désormais une certitude, l'avion de la Malaysia Airlines s'est écrasé dans le sud de l'océan Indien. L'accident qui s'est produit au large des côtes australiennes n'a laissé aucun survivant, selon le Premier ministre malaisien. Le mystère demeure concernant les raisons qui ont conduit le vol MH370 à disparaître des écrans avant de se cracher dans l'océan. Le G7 annule le G8. Les dirigeants occidentaux de 7 grands pays ont annulé le sommet du G8 prévu en juin à Sotchi, afin de sanctionner la Russie pour ce qu'ils considèrent comme une annexion de la Crimée. Ce n'est pas une tragédie, a réagi le ministre russe des Affaires étrangères. Un mauvais chiffre qui tombe au mauvais moment pour le gouvernement avant le second tour des municipales. Le chômage a fait un bon février avec un record de 3,34 millions de demandeurs d'emploi. Michel Sapin le reconnaît, les chiffres vont dans la mauvaise direction. Le ministre du Travail appelle pour autant à maintenir le cap et à aller plus rapidement sur le pacte de responsabilité. Le président chinois Xi Jinping est reçu en grande pompe en France. Après son arrivée à Lyon hier, le chef d'État doit formaliser à Paris l'entrée du groupe Dongfeng au capital de PSA Peugeot Citroën. Paris veut rééquilibrer ses relations commerciales avec la Chine, en déficit de 26 milliards d'euros l'an dernier. Il reste un grand chemin à parcourir pour y arriver, selon l'Élysée. Elle était l'égérie de la révolution orange. Elle est aujourd'hui candidate à la présidence de l'Ukraine. Yulia Tymoshenko se présente à l'élection du 25 mai, jugeant qu'aucun autre candidat ne prend la mesure de l'anarchie et ne peut l'arrêter. Jeudi, près de 100 000 soldats russes étaient massés le long de la frontière avec l'Ukraine. C'est leur première rencontre. Le pape François a reçu le président Barack Obama au Vatican pour un entretien de près d'1 heure. Les deux hommes ont abordé leur credo commun, la lutte contre les inégalités. Mais la Maison-Blanche et le Saint-Siège ont aussi des désaccords profonds, notamment sur le mariage homosexuel et la contraception, ou plus généralement sur l'importance de l'argent et de l'économie. Closer, condamné à verser 15 000 € de dommages et intérêts à Julie Gaillet pour la publication d'une série de photos révélant sa liaison avec François Hollande. Le tribunal a jugé que le magazine People était coupable d'atteinte à la vie privée et l'a aussi contraint à publier la condamnation en couverture. L'avocat de l'actrice, qui réclamait 50 000 €, a dénoncé une véritable traque des paparazzis. Ce scoop de Closer avait fait doubler ses ventes. Barack Obama hausse le ton et appelle la Russie à retirer ses troupes. Jeudi, Kiev a accusé Moscou d'avoir massé près de 100 000 soldats à la frontière. Le président américain accuse Vladimir Poutine de rancune après la perte de l'Union soviétique. Une semaine après Twitter, le pouvoir bloque YouTube. Le compte-rendu d'une réunion confidentielle a été diffusé sur la plateforme jeudi. Le gouvernement crie au complot et dénonce une fuite orchestrée par un mouvement islamiste et destinée à le déstabiliser à 2 jours des municipales. C'est la fin de cette émission. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Rendez-vous bien évidemment samedi prochain pour de toutes nouvelles actualités. D'ici là, portez-vous bien.